Bonjour et bienvenue sur MadeInVar.tv pour la mensuelle numéro 9 au sommaire ce mois-ci. On va rencontrer Johanna de la société Perles Rares, on va aller se balader dans les salins de Hyères. Mais tout de suite, visite du musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Bonjour Gwenaëlle Van Butzel, on est au musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Alors les gendarmes font partie du patrimoine culturel français. Comment est venue l'idée de créer un musée, de leur dédier un musée ici à Saint-Tropez ? Alors en fait, depuis 2003, ce bâtiment était à l'abandon, mais c'est un bâtiment mythique, donc qui a servi au tournage des films des gendarmes. Et le maire actuel, donc Jean-Pierre Tuvéry, et les élus de la mairie ont décidé d'ouvrir ce bâtiment aux visiteurs et d'en créer un musée dans ce bâtiment de l'ancienne gendarmerie. Donc l'établissement est ouvert depuis le mois de juin. En amont, ça représente combien de temps de travail pour créer ce musée ? Alors, il a fallu 4 années de conception en fait du contenu, puisqu'il y avait juste ce bâtiment mythique, mais il n'y avait aucune collection à l'intérieur. Et ensuite, il a fallu 2 années de travaux, puisqu'on a gardé la façade et les murs, on a détruit l'intérieur du bâtiment et on a reconstruit un bâtiment aux normes et un petit peu plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée de la gendarmerie et du cinéma ? Alors, on a un premier espace consacré à l'histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie, puisque ce bâtiment, avant d'être le lieu mythique suite au tournage des gendarmes, il a accueilli la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez de 1878 à 2003. Donc, on a un premier espace dans lequel nous nous trouvons, donc c'est une reconstitution des bureaux des gendarmes de l'époque et des bureaux également qu'on voit dans les films. C'est un musée qui est dédié aux fans de la série ou c'est un public un peu plus large ? Alors ce sont bien évidemment les fans des gendarmes qui viennent découvrir le musée, mais aussi des personnes qui ont envie de découvrir un petit peu autre chose, puisque dans le musée on présente les films des gendarmes, mais aussi tous les autres films qui ont été tournés à Saint-Tropez, il y en a quand même 77. Là, vous avez vu, le chef, Képi. Merci. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet un peu insolite qui ont servi au tournage des films de gendarmes ? Alors on a par exemple derrière nous l'uniforme qui était porté par l'actrice Nickel Jean-Louis dans Le Gendarme et les Gendarmettes. On a fait donation au musée. On a également le casque de plongée qui était porté par Louis de Funès dans Le Gendarme se marie. On a la cantine qui a servi au tournage du film Le Gendarme à New York. Et puis autre objet phare un petit peu du musée, donc qui n'a pas servi au tournage mais qui est un objet un petit peu culte, c'est le 7e scénario des films des gendarmes. Donc qui a été écrit par Louis de Funès et Richard Balducci, le scénariste, mais qui n'a jamais été tourné puisque de Funès est décédé avant. Et donc on le présente dans le musée et on propose ensuite aux visiteurs de repartir avec, puisque M. Balducci a accepté qu'on en fasse une publication qui est en vente dans la boutique du musée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il sera tourné, même sans De Funès, même sans Galabru ? Et non, puisque même Galabru, lorsque je l'avais interviewé, avait dit que les gendarmes sans Louis de Funès, ça avait plus de sens. Donc je ne pense pas que ce 7e scénario sera tourné. Alors vous avez recréé dans cette salle un morceau de la route nationale 7. Et oui, donc on est dans un espace consacré à Saint-Tropez, lieu de vacances, et on a reconstitué une portion de RN7, puisqu'en analysant les films tournés à Saint-Tropez, on se rend compte que le trajet de Paris à Saint-Tropez est très souvent présenté via la RN7. Donc là, dans cette salle, on a une 2 chevaux, une Simca, une moto de gendarmes, et on invite les gens à s'asseoir au volant de ces voitures et à visionner des extraits de films qui sont projetés sur les pare-brises. Et les visiteurs refont un petit bond en arrière en s'installant justement, regarder le film au volant de la 2 chevaux.
Et oui, il y a tous ceux qui ont connu ces voitures et puis ceux qui ne les connaissent pas et qui les découvrent. Donc c'est un moment de partage entre les différentes générations. Pour évoquer donc Brigitte Bardot et Romy Schneider, on a reconstitué une loge de ces deux actrices et on a donc par exemple une sculpture de Romy Schneider en train de se maquiller dans sa loge. En face, on a des informations sur Brigitte Bardot. Voilà, chaque espace a une ambiance particulière qui est dédiée soit au film des gendarmes, soit aux autres films tournés à Saint-Tropez. Donc dans ce poste, il y a toutes les chansons de Brigitte Bardot. Alors vous avez les chansons qui sont présentées ici sur les 45 tours et on invite les visiteurs à sélectionner la chanson qu'ils ont envie d'écouter. Comme la plage d'Amandonné par exemple. Sur la plage abandonnée, coquillages et... Alors là on découvre un des objets symboliques de musée, c'est une sculpture de Louis de Funès en taille réelle. Oui, c'est une sculpture en bronze qui a été réalisée par Pierre-Louis Guéraud. Et donc, c'est une sculpture à taille réelle. Il faisait 1,58 m. Là, on triche un petit peu puisqu'on a 2 cm de socle. Et comme vous pouvez le voir, les 105 000 visiteurs du musée se sont tous pris en photo à côté de cette sculpture puisqu'elle est patinée au niveau de la main et des épaules. Donc, c'est l'endroit idéal pour faire un selfie. Oui. On y va. Alors, il y a les gendarmes, il y a le cinéma, mais il y a aussi une partie dédiée aux expositions temporaires. Et oui, on a une salle d'exposition temporaire et on a une exposition par an. Donc là, actuellement, c'est une exposition de Georges Dudognon, donc il y a un contemporain de Cartier-Bresson, et ce sont des photographies d'acteurs à Saint-Tropez et sur la Côte d'Azur de 1949 à 66. Donc c'est toute la période mythique de Saint-Tropez et de la Côte d'Azur. Et la prochaine exposition donc aura lieu au mois de janvier l'année prochaine. Et la prochaine, ce sera une exposition consacrée à Brigitte Bardot. Alors est-ce que Brigitte Bardot, justement, est déjà venue visiter le musée de Saint-Tropez et du cinéma ? Non, pas encore, puisqu'il y avait énormément de monde là pendant l'été, donc elle viendra certainement à une période un petit peu plus creuse. Merci de nous avoir reçus. Gérer les propriétés de luxe, trouver et former du personnel haut de gamme, c'est le métier de la société Perle Rare. On va rencontrer Johanna, sa fondatrice. Alors j'ai créé Perle Rare il y a 10 ans. J'ai travaillé dans un cabinet de gestion de patrimoine où l'on m'a demandé de développer le Family Office et j'ai rencontré une famille franco-britannique qui possédait une grande propriété qui avait besoin d'un tas de services. Donc j'ai commencé à travailler pour eux comme ça et puis rapidement j'ai cessé de travailler dans ce cabinet de gestion de patrimoine et j'ai monté ma propre agence de conciergerie. La conciergerie répond à absolument toutes les demandes qui concernent les propriétaires, leurs propriétés, leurs loisirs, réserver un restaurant, trouver un chef cuisinier à domicile, organiser des cours d'équitation pour un enfant ou faire bâcher une grande piscine. Madame Rougier, vous êtes ici aujourd'hui par rapport au poste de gouvernante, c'est bien ça? Oui, c'est ça, j'ai eu votre annonce. Donc Perle Rare est devenu un cabinet de recrutement spécialisé dans le personnel de maison haut de gamme pour des grandes maisons en France et à l'étranger. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai envoyé un mail pour un CV pour ce capitaine de yacht qui désire passer sur de la maison privée. C'est vrai qu'avec cette activité de recrutement, nous avons reçu énormément de candidatures. Il y a plus de 12 000 personnes qui ont postulé sur notre site internet. Et parmi ces personnes, certains ont de l'expérience et peuvent être placés. Et beaucoup ont des compétences, mais ont besoin d'être formés pour pouvoir intégrer ces métiers. C'est pour ça que j'ai créé Perle Rare Excellence en 2013 et depuis 3 ans, nous proposons des formations spécifiques au métier de la demeure bourgeoise. De les laisser parce qu'on s'est dit si on allait les assiettes, ça va faire affreusement vide. Puis finalement, on a bien fait puisqu'elles sont venues finalement déjeuner. C'est vrai qu'au 19e siècle, quand on parlait de gouvernante ou d'employé de maison, il y avait vraiment une notion de domestique qui était un petit peu, on va dire, péjorative.
Le XXe siècle est arrivé par là-dessus, tout le monde s'est pris en main, des domestiques il y en avait de moins en moins, enfin des employés de maison il y en avait de moins en moins. Puis vers la fin du XXe, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des grandes propriétés, des grandes demeures, et puis du personnel qui désertait, voilà. Et je trouve que maintenant, au début du XXIe, ces propriétés sont toujours là, la notion de service est revenue un petit peu, on a toujours besoin pour mener ces grandes maisons de personne qui s'en occupe, c'est-à-dire quelqu'un qui sache, on va dire, nettoyer, faire de la cuisine, faire du repassage, faire de la lessive, savoir accueillir des invités. C'est très très complet. Je dirais plutôt qu'une gouvernante, c'est l'assistante totale de la maîtresse de maison. Exactement. Tu vois à quoi le faire. Il devient parfois difficile de trouver les bonnes personnes pour ces postes-là parce que ça requiert beaucoup de savoir-faire, mais aussi un savoir-être qui aujourd'hui est parfois difficile à trouver. C'est-à-dire un comportement, une attitude, savoir se positionner par rapport à un employeur. Et c'est pas facile parce qu'on travaille dans leur totale intimité. Donc ça sous-entend beaucoup de psychologie. Perle Rare, bonjour. Nous organisons régulièrement des événements privés pour notre clientèle. Cet été, par exemple, nous avons organisé un événement pour 320 VIP pour les 10 ans d'un château. Nous faisons également du wedding planning et les contacts privilégiés que nous avons dans les propriétés, nous pouvons ainsi proposer des solutions intéressantes pour des mariages ou des événements. Maintenant, direction Hyères pour retrouver Sarah et Dominique qui animent des sorties nature au cœur des Salins. Nous sommes sur le site des Vieux Salins. À Hyères, il y a 2 salins, il y a aussi le salin des Pesquiers sur la presqu'île de Gien. Ici, le site fait 350 hectares et le salin des Pesquiers 550. Aujourd'hui, nous faisons une sortie ornithologique. Donc, dans les parties qui sont fermées en libre accès au public, ce sont des sorties qui durent 2 heures. Ce sont des sorties pour tout public où on prête du matériel d'observation, donc des jumelles et une longue vue pour tout le groupe. Le flamant rose ne boit pas d'eau douce, il ne boit que de l'eau salée. Donc comment il fait pour survivre? Parce que c'est vrai que... Quand on amène le public découvrir la biodiversité des salins, tout de suite le public va se questionner et il va nous demander tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, ça j'ai jamais vu. Et ça c'est une chose qui est formidable parce que le public va se sentir concerné par ce qu'il voit. Donc c'est la meilleure des choses pour pouvoir protéger un site. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la barge. Alors la barge, ça fait partie d'une grande famille qu'on appelle les limicoles. Les salins d'Hyères sont en fait une zone humide assez conséquente. Quand on regarde le littoral entre la Camargue et les zones humides italiennes, c'est vraiment une grosse zone humide. Ici, eh bien, les oiseaux vont pouvoir s'arrêter pendant leur migration. Donc ils vont prendre des forces pour refaire leur réserve de graisse et repartir. Certains oiseaux par contre vont plutôt venir ici uniquement pendant la saison de reproduction et d'autres vont passer uniquement l'hiver sur les salins. Donc sur les salins à Hyères, la LPO a pour but de faire découvrir au public la nature présente ici. Nous faisons aussi tout ce qui est visite guidée, donc ce que nous faisons aujourd'hui, une visite ornithologique. Et puis nous accueillons les scolaires. Donc chaque année on accueille à peu près 140 classes par an.
Depuis 2001, c'est le Conservatoire du Littoral qui est le propriétaire des 2 sites. Donc il ne gère pas lui-même ces sites. Il a confié la gestion à Toulon-Provence-Méditerranée, qui est la communauté d'agglomération. C'est depuis 2004 que les sites donc, sont gérés par la communauté d'agglomération. Le site des Vieux Salins et le Salin des Pesquiers sont fermés en accès libre au public pour préserver la nature. En revanche, il y a une petite partie qui est ouverte sur le site des Vieux Salins, donc du mercredi au dimanche. Et là, vous avez un petit chemin qui vous amène à un musée. Donc là, l'accès est libre et gratuit. Cette visite est importante pour le public puisque ce site a été fermé depuis 1995. Il est primordial que la population hiéroise puisse venir visiter cet endroit-là, se le réapproprier, mais aussi que les touristes puissent voir que le sel fait partie du patrimoine de la ville, qu'il a donné son nom à la ville de Hyères et que toute l'histoire de Hyères tourne autour de l'histoire du sel. Et que des seigneurs jusqu'au roi de France, eh bien, on va se battre pour défendre ce territoire, que si les Grecs se sont installés ici, c'est parce qu'ils vont se servir de ce sel pour effectivement survivre et vivre. Et donc c'est un site qui est indispensable. Fine et experte. Et oui, c'était les femmes qui passaient leur journée pliées en deux pour enlever les pètes dans les tas de sel. Et ces femmes, on les a appelées des péteuses. Voilà. Pendant très longtemps, ces péteuses faisaient ce travail sur les salins. C'est important que ce site soit préservé d'abord sur 2 plans, sur le plan naturel, sur le plan ornithologique, sur le plan de la faune, sur le plan de la flore. Et puis surtout, c'est important aussi pour la mémoire collective. On ne peut pas connaître l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de la ville, sans avoir un lien avec le territoire. Et ce lien avec le territoire, c'est grâce au sel qu'on l'a, parce qu'ici, on a 550 hectares d'histoire. Donc c'est ça qui est important, que ce soit sur le plan naturel ou sur le plan historique et touristique. Parce que vous savez que le sel, aujourd'hui les enfants, ils ont un petit peu oublié ça, mais c'était aussi important que l'or. Et puis le sel, encore plus que l'or, bah, c'est indispensable à la survie de l'homme et de l'animal. Les touristes et les Hyérois ont des questions différentes. Les Hyérois demandent toujours ce que ce site va devenir. Les touristes veulent voir la star des Pesquiers, c'est-à-dire le flamant rose. Et ils s'inquiètent toujours de l'existence du sel. Est-ce qu'on va faire du sel? Est-ce qu'on va pouvoir acheter du sel? Est-ce qu'on pourrait voir du sel? Voilà, c'est vraiment la question qui revient régulièrement. Hyères faisait partie des grands salins d'Europe occidentale, avec Aigues-Mortes, Ibiza, Lisbonne, Cadiz, avant que les salins de l'Atlantique rentrent en œuvre. Et effectivement, au XIIIe siècle, il y avait des liens importants avec la République de Gênes, qui venait chercher son sel à Hyères. Donc vraiment une grosse activité au Moyen-Âge dans ces salins hyérois, qui englobaient aussi jusqu'à Toulon quand même, hein, qui englobaient les Ambiers, qui englobaient aussi les salins de Toulon. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur la scène mythique des gendarmes de Saint-Tropez. N'oubliez pas de liker, de partager, de retweeter. Et on se retrouve le mois prochain sur madeinvar.tv.